Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous faire encore une fois confiance pour le compte de ce programme Le Point qui reçoit pour vous ce soir un communicataire de la majorité présidentielle. Il s'agit bien de Franklin Tchamala à qui je dis bienvenue. Merci beaucoup, madame. Comment allez-vous? Bien, toujours bien portant. Toujours bien portant. Au service de la République. D'accord. Avec vous, nous allons commenter l'actualité. En effet, on est prêt. On va reculer un tout petit peu parce que c'est assez important. Le chef de l'État a tenu un discours à la veille de la commémoration de l'indépendance. Comment appréhendez-vous ce discours? Quel est votre commentaire là-dessus? Il faut dire globalement qu'il s'est agi d'un moment fort. Un moment fort de la vérification de nos certitudes partagées. Ça veut dire que les pères de l'indépendance, ceux dont le sang a coulé pour que nous accédions à la souveraineté nationale et internationale de notre pays, ceux-là qui ont fait couler beaucoup de larmes pour ça, nous ont légué un héritage. Et il convient de temps en temps marquer, dans les cours de l'histoire de notre pays, il convient de temps en temps de marquer un point d'arrêt pour vérifier si la flamme est toujours allumée, s'agissant du combat qui est continuel pour la quête et la conquête effective de notre souveraineté ou de l'exercice de notre souveraineté. Il s'est agi de ces moments-là. Et voici pourquoi le chef de l'État y est allé. Il est allé en nous rappelant effectivement ce combat-là qu'ont mené les pères de l'indépendance. Il a voulu qu'en ce moment nous puissions effectivement voir si tous les repères sont perçus de la même manière par tous les Congolais, les repères de ce combat qui doit nous conduire effectivement à la conquête effective de notre souveraineté. D'accord. Et le lendemain de son discours, nous avons constaté le défilé. Nous avons tous commémoré l'indépendance en tant que Congolais et nous avons constaté que l'indépendance était, la commémoration de cette fois-ci était focalisée sur l'action militaire. Alors on peut savoir qu'est cache ce défilé militaire, cette commémoration autour de l'armée congolaise? Mais je suis étonné que cette question arrive. Mais tout le monde sait que l'armée... Parce que quand on parle de l'indépendance, on ne voit vraiment pas les forces armées. Non, mais voyons. Ils n'avaient en aucun cas intervenu pour la prise de cette indépendance, mais si, le droit de cette indépendance. Mais si nos forces armées ont été présentes. Mais voyons, mais les forces armées sont un outil important des préservations de la souveraineté nationale. Nous voulons préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Nous voulons préserver l'exercice de nos libertés dans les limites de nos frontières, mais nous ne pouvons pas les faire autrement qu'en disposant des forces armées qui puissent garantir notre sécurité, d'abord, et l'exercice de ces libertés. Donc l'armée dans tout le pays du monde, à ce rôle-là, de préserver et de garantir en tout moment la souveraineté des États. Voici pourquoi, et en ce moment où les gouvernements de la République travaillent sous la conduite du chef de l'État à la consolidation de la paix chèrement acquise, surtout dans la partie est de notre pays, où écume un nombre important des forces, des groupes armés, et qui sont en phase d'être éradiqués par les FARDC, appuyés par les partenaires de la MONUSCO. En ce moment, disais-je, il est important que l'honneur soit rendu à ces hommes, à ces femmes, à ces jeunes hommes et femmes qui ne se sont pas sentis à aucun moment, voulais-je dire, distraits par rapport à l'obligation qui leur incombe de préserver alors les limites de notre pays, de préserver alors
l'intégrité territoriale de notre pays. Mais on comprend par là que les forces armées nationales congolaises sont maintenant montées en puissance. C'est devenu un élément fort. Donc on peut par là dire qu'elle peut maintenant s'en passer de la MONUSCO, que la MONUSCO peut s'en aller maintenant. On n'en est pas encore là, bien que c'est cela notre aspiration, moi et vous, l'aspiration de notre peuple. Mais voyons, tout le monde est témoin de la montée en puissance de cette armée, qui était donnée pour nulle, dont on disait qu'elle n'était même pas capable de tuer une mouche. Et après avoir engagé ce combat pour l'éradication des FDLR, des ADF Nalou et de tous les autres groupes armés qui écument l'est de notre pays. Mais cette armée est sortie de nos territoires et est en train de forcer l'admiration du monde en Centrafrique, un pays voisin, membre de la CIRGL. Cette armée-là est en train de forcer l'admiration du monde par son déploiement dans ce pays-là. Elle a montré à la face du monde que les Congolais étaient aussi puissants dans ces domaines-là, aussi puissants que le sont les autres. Et donc, c'est une montée en puissance effective. Nous ne pouvons pas ne pas en parler. Et s'agissant de la célébration ou de la commémoration de notre indépendance, il était temps de montrer à la face du monde qu'une armée existe dans ces pays, une armée équipée et bien équipée. Madame, est-ce que vous savez que l'arsenal que vous avez eu n'était qu'un échantillon, je suppose, et que s'il avait été donné à nos forces armées de déployer tout son arsenal, les routes de notre pays auraient été, en grande partie, détruites, tant il est vrai qu'il y a des engins qui ne peuvent pas et qui ne peuvent pas passer sur nos routes sans y laisser de dégâts. D'accord. Alors voilà. Voilà, le même discours du chef de l'État a suscité quand même beaucoup de polémiques et beaucoup de déclarations aussi des forces acquises au changement, FAC, qui pensent que le chef de l'État a quand même tort de parler de précipitation, de mise en œuvre de recommandations de concertation nationale, alors que lui-même l'avait promis pour bientôt. Il pense également que 8 mois après les concertations nationales, que la marche du pays est quand même assez paralysée et que les activités sont perturbées. Est-ce faux? Bon, je pense qu'il en va de la démocratie quand même, les débats contradictoires. C'est leur point de vue. Mais voyons, nous devons savoir intégrer dans la mise en œuvre de nos capacités d'élite, de nos capacités intellectuelles. Nous devons savoir intégrer la gestion du contrainte temps et des autres pesanteurs dans la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions importantes s'agissant du pays. Les chefs de l'État parlant du temps qu'il faut prendre pour réfléchir, du mûrissement qu'il faut... Et 8 mois ne suffisent pas. Je dis... 8 mois ne suffisent pas pour cette réflexion. Au fait, beaucoup pensent qu'il y a un blocage ou il y a un certain flou au niveau de l'avenir politique du chef de l'État. C'est pourquoi il traîne pour se prononcer. Est-ce votre avis? Non, vous savez, nous sommes habitués aux décisions précipitées, généralement pas mûries, et qui ont amené Combien de temps faudra-t-il pour mûrir cette réflexion? Et qui ont amené ce pays au point où il est. Vous savez, nous sortons d'une époque qui nous a vu cumuler simplement la destruction des infrastructures sociales, économiques. Vous pouvez répondre à ma question? Je suis en train de vouloir savoir combien de temps faudra-t-il pour pouvoir mettre en œuvre les recommandations des concertations nationales, ne fût-ce que les 100 premières recommandations. Nous ne sommes pas dans les domaines... Qui sont des recommandations jugées urgentes. Madame, oui, nous ne sommes pas dans les domaines de l'arithmétique. De sorte qu'il me sera difficile de vous dire combien de temps il faut. Lorsque vous vous situez dans la position du chef de l'État, donc un homme qui est à la tête de ce pays qui sort des grandes guerres, ce pays qui est en train de consolider sa paix, ce pays qui est en train de rechercher la cohésion nationale. Lorsque vous vous situez dans sa position, vous avez besoin de temps en temps de mûrir ce que vous faites et de les mûrir à fond. Voici pourquoi il nous invite souvent à mettre dans
nos capacités intellectuelles à prendre en compte le facteur temporel lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des choses qui peuvent affecter notre vécu commun. C'est tout ce que le chef a pu faire. Il vous dit, il nous faut réfléchir à fond chaque fois que nous devons prendre des décisions importantes desquelles dépendent notre avenir commun, notre destin en tant qu'État. Surtout. Mais alors, Oui. de l'autre côté, un membre de la majorité présidentielle, je cite Thomas Lokondo, qui a quand même demandé à ce que le chef de l'État laisse quand même le gouvernement Matata pouvoir œuvrer pour éviter ce blocage, parce que on consent quand même jusqu'au niveau de la majorité que blocage, il y en a. Madame, c'est dans le cadre de ce gouvernement resserré qui a été convié à une certaine discipline, à beaucoup de disciplines et à beaucoup de réserves, en ce moment où le chef de l'État prépare la mise en place du gouvernement de cohésion nationale. C'est ce gouvernement ici qui reconstruit les écoles. C'est ce gouvernement qui réhabilite et rééquipe nos hôpitaux. C'est ce gouvernement qui continue à payer les fonctionnaires de l'État, en ce compris les députés nationaux et les sénateurs. C'est ce gouvernement ici qui équipe l'armée et qui l'équipe à fond. Mais voyons, lorsqu'on dit que le gouvernement fonctionne d'une manière insatisfaisante, mais c'est sous ce gouvernement que les partenaires de l'ITIE viennent de nous donner le satisfecit. On en parlera. Par rapport, oui. n'est-ce pas? Je dis, ce gouvernement fonctionne. Il fonctionne. Il faut bien regarder pour voir qu'il fonctionne. Mais maintenant, est-ce que le fait que ce gouvernement fonctionne sous la direction du chef de l'État, il faille dire que ça en est fini, le chef ne mettra plus en place un gouvernement de cohésion? Non, non, ça, ce sont les prérogatives exclusives du chef. Celui qui est en face de la question et celui qui l'étudie, celui qui voit les pesanteurs et qui nous dit, nous avons quand même besoin de ne pas user de beaucoup de précipitation face à cette question qui est importante pour notre pays. Voilà, puisque vous évoquez l'action du gouvernement actuel qui est en train d'œuvrer présentement, parlons-en quand même, Matata Ponyo, le chef du gouvernement qui vient qui revient d'un séjour bruxellois, mais avant il était à Oman. Qu'en était-il de tout ce voyage-là? En fait, les chefs du gouvernement ont voyagé pour Oman et pour Bruxelles pour prendre part au forum qui était organisé autour de la question de l'éducation dans le monde. S'agissant de son voyage à Bruxelles, il a répondu à l'invitation du Partenariat mondial pour l'éducation qui avait lancé là une campagne de reconstitution des ressources devant servir à la promotion de l'éducation pour la période allant de 2015, si je ne m'abuse, jusqu'en 2018. Et donc voilà, le chef du gouvernement y a été convié également pour aller révéler au monde entier le secret de la réussite du gouvernement congolais dans le secteur éducatif. Vous savez que le secteur, en fait le gouvernement de notre pays est plébiscité par rapport à la prise en charge du secteur éducatif et le monde entier qui traverse une grande crise économique. Tous les partenaires de notre pays ont des économies qui font face aujourd'hui à des graves crises financières, à des graves crises économiques. Aujourd'hui, l'aide au développement a tari, y compris et surtout pour ce secteur-là, qui a toujours été un parent pauvre en matière de l'aide au développement. Et c'est dans ce contexte assez difficile du point de vue mondial qu'on découvre une RDC qui est en train de donner beaucoup plus de ressources au secteur éducatif. Les budgets alloués à l'éducation de notre pays est passé de 8% à peu près 16%, les budgets nationaux. Et c'est à la faveur de cet accroissement du budget que l'on voit les écoles qui étaient presque dans un état d'abandon naître des ruines, des belles écoles, avec des beaux bâtiments, des écoles bien équipées pour nos enfants, filles et garçons. Et donc, mais entre-temps, il ne faudrait pas penser aussi au recyclage du corps professoral. Ça ne suffit pas à avoir des beaux bâtiments. C'est tout un programme. Madame Owina, c'est tout un programme. Et le monde entier qui est attentif à cette dynamique qui se déploie dans notre pays, a bien voulu savoir d'où nous viennent ces ressources-là qui permettent au secteur éducatif de notre pays qui était presque abandonné de renaître comme ça, des ruines. Et le chef du gouvernement est allé
pour en parler. Vous savez que le secteur de l'éducation, c'est un secteur qui est inscrit au centre de la révolution de la modernité, qui est la vision du chef de l'État. Le chef de l'État est convaincu que pour faire de ce pays, comme il le veut, un pool d'intelligence, un vivier de la nouvelle citoyenneté, la citoyenneté responsable, il faille investir beaucoup dans l'éducation des filles, dans l'éducation des garçons qui seront aux commandes de ce pays demain. Aux commandes de ce pays, ça ne veut pas dire simplement dans les ministères, qui seront dans les universités. Mais ces enfants qui ne mangent pas, qui ne sont pas en bonne santé, comment voudriez-vous qu'ils étudient mieux? Nous en sommes arrivés là par notre propre faute. Lorsque nous avons pillé et détruit tous les tissus économiques de notre pays, toutes les infrastructures sociales de notre pays, les écoles ont été aussi pillées, est-ce que vous le savez? C'est dans ce pays. Rentrons dans la dynamique de construction après avoir détruit. C'est cela l'appel du chef de l'État. Et je disais donc qu'il a bien fait d'inscrire l'éducation au centre de la révolution de la modernité. Voici pourquoi, aujourd'hui, le gouvernement de notre pays nous dit financer l'éducation, c'est financer le développement. Parce qu'en fait, les échecs que nous pouvons connaître dans ces secteurs-là aujourd'hui sont les échecs que nous connaîtrons demain dans la conception et dans la mise en œuvre des politiques sociales et des politiques de développement. Et donc, si nous voulons préparer bien l'avenir de notre pays, mettons beaucoup de soins à préparer l'éducation aujourd'hui. Parce qu'en fait, les bons gouvernants, j'ai observé, ça c'est mon observation, sont généralement issus, sont généralement des produits d'une bonne éducation. Et les mauvais gouvernants sont toujours des produits d'une éducation médiocre. Ça n'engage que moi. D'accord. Voilà. D'accord, vous venez de parler de satisfecit de l'ITIE. On va dire que notre pays a été déclaré à Mexico conforme à l'ITIE. Bon, alors, ce qui est bien, beaucoup de félicitations au gouvernement en place, mais qu'en est-il? Comment allons-nous parvenir à résoudre ce problème de contrat léonais? Encore une fois, tout dépend de nous-mêmes. Tout dépend de la volonté que nous mettrons pour construire ou pour édifier dans ces pays une gouvernance qui soit porteuse du bien-être pour notre peuple et pour nous-mêmes. Et cet effort-là, vous sentez qu'il est là, qu'il est en train d'être mis en place. Vous parlez des l'ITIE, vous savez que nous sortons avec les conseils d'administration des l'ITIE d'une période de turbulence. Et qui a vu d'ailleurs, à la suite des observations qui ont été formulées par l'ITIE, qui a vu d'ailleurs qui a vu notre pays connaître des relations difficiles avec ses partenaires, notamment ceux des FMI et ceux de la Banque mondiale. Ceci étant donc que les efforts aient été fournis pour permettre de retracer convenablement, parce qu'il s'agit de la traçabilité des ressources qui sont générées par les secteurs des ressources naturelles de notre pays. Maintenant que notre pays a montré jusqu'à quel point la transparence peut être imprimée de ce côté-là, donc l'argent qui est payé au titre de la fiscalité ou de la parafiscalité dans ces secteurs-là, on sait voir quand il est décaissé et quand il entre au trésor public. Bon, maintenant, la vente des actifs publics dans ces secteurs-là, on sait voir comment ça passe d'une entreprise... Oui, tout ça a été déjà démontré. Voilà pourquoi le pays a été déclaré conforme à l'ITIE. Maintenant, la question est celle de savoir comment arriverons-nous à résoudre ce problème de contrat léonais. Mais je disais tantôt que tout dépend du sérieux que nous allons continuer à imprimer nous-mêmes. Parce que ceux qui ont signé par les passés les contrats léonins auxquels vous faites allusion sont des Congolais, enfants de ce pays. Je dis enfants de ce pays, que vous connaissez vous et moi. Et donc maintenant que nous sentons que les actes indélicats que nous commettons de temps en temps, dans le cadre de l'exercice de nos responsabilités publiques, mettent en péril les devenirs communs, je pense que nous ne pouvons pas nous faire plier de changer. Il s'agit de changer des caps. Et c'est ça l'invitation du gouvernement, c'est ça l'invitation du chef de l'État. Il faut changer des caps, il faut changer des méthodes de gestion. Le chef de l'État a dit, changeons même notre façon de faire la politique dans ces pays. Voilà, c'est ça la réponse. Mais alors, en ce qui concerne l'exploitation du pétrole du parc Virunga, qu'en est-il de ce dossier? Je pense que c'est un dossier qui a connu des temps forts avec Soko, qui tenait absolument à rentrer dans la phase d'exploration d'abord, avant de passer à la phase d'exploitation. Bon, maintenant que Soko s'est retiré, à la suite de toute la pression qu'elle a subie,
Les ressources naturelles appartiennent, n'est-ce pas, à l'État congolais. Et il appartiendra à notre gouvernement maintenant de se chercher des partenaires qui vont devoir le faire sous d'autres conditions, si cela est encore possible, c'est tout. Donc voilà, on va parler de la révision constitutionnelle. La question reste toujours sur la scène. Et dernièrement, après la majorité, après la communauté internationale, l'opposition, cette fois-ci, c'est la Senko qui hausse le ton pour demander au président de la République de ne pas pouvoir se représenter en 2016, pour le prier de ne pas pouvoir se représenter en 2016. Mais de l'autre côté de la majorité présidentielle, on parle de procès d'intention. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont plutôt les rumeurs qui se confirment à longueur de temps? Des rumeurs qui se confirment. Bon, on ne peut pas, à ces niveaux de responsabilité, commencer à fonder les fonds du discours d'élite sur les rumeurs, uniquement sur les rumeurs. Non, ça ne tient pas du tout. Mais je tiens, s'agissant de cette déclaration de la Senko, au-delà de ce qui a été dit, et là, ça n'engage que moi, la Constitution de notre pays dit que la RDC, c'est un État laïque. Ça veut dire que c'est un État où les affaires de l'Église sont séparées de la gestion de l'État. Bon, alors maintenant, que l'on soit arrivé... Mais la Senko, c'est constitué en société civile, hein? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je vous rappelle que nous sommes un État laïque. Oui, il n'empêche que les évêques sont évêques. Donc, princes de l'Église. Et c'est constitué en société civile? Je dis que ça s'appelle la Conférence épiscopale nationale du Congo. Donnez-lui n'importe quelle étiquette, j'ai dit que la RDC, c'est un État laïque. La gestion de l'État... La même question a été soulevée par la communauté internationale, mais aussi par les FAC opposition. Je vais en arriver. Au président de la République de ne plus se représenter en 2016 et qui appelle au peuple congolais de s'opposer à toute tentative de la révision constitutionnelle, surtout en son article 220. Je dis, encore une fois, je pense que l'on en fait trop pour rien. On en fait trop pour rien. Vous soutenez toujours que ce sont des procès d'intention? Mais on en fait trop pour rien. A-t-on vu, quelque part, à la majorité, les gens en train de concocter une initiative comme ça? Non. Je confirme que c'est un procès d'intention pour rien. Alors, pour rien. Mais voyons, quand même, que la Constitution de notre pays reconnaissent des prérogatives au président de la République et au gouvernement. C'est un fait, non? Mais qui est chaque fois des groupes d'individus qui se réveillent un matin pour commencer à s'adjuger, c'est-à-dire à s'attribuer des prérogatives constitutionnelles et à les renier aux institutions du pays, c'est grave. Voici pourquoi nous disons qu'il faut faire attention. Nous ne pouvons pas en appeler au respect de la Constitution en violant nous-mêmes la Constitution. En vertu de quoi est-ce que nous pouvons dire « Oh non, on ne peut pas toucher à la Constitution. On ne peut pas, on ne peut pas. » Alors que nous savons qu'il y a bel et bien des dispositions constitutionnelles qui donnent des prérogatives au chef de l'État, au gouvernement et au Parlement en matière de révision constitutionnelle. Nous le savons bien, et c'est bien dit. Nous savons que ces dispositions existent, mais nous disons on ne peut pas. Qui nous a nanti des pouvoirs de retirer aux institutions du pays les prérogatives que la Constitution lui donne? Et qui nous a nanti les pouvoirs? Fissions-nous la Senko. Qui nous a nanti des pouvoirs de nous attribuer nous-mêmes des prérogatives constitutionnelles? Nous violons la Constitution et nous nous retranchons derrière des étiquettes du genre « Oh, nous sommes... » Non, 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 non. Non, je dis, les institutions du pays doivent être respectées si nous voulons bâtir une république sérieuse. Ben voilà, puisque vous parlez de procès d'intention, oui. Mais le fait que la disposition le fait que la disposition constitutionnelle du suffrage direct des élections provinciales ont été
J'ai compris la question. Au profit de suffrage direct. Est-ce que c'est encore là un procès d'intention que... Ça, c'est un autre débat, madame. Vous intentez. Pourquoi les députés nationaux n'ont pas voulu laisser cette disposition constitutionnelle telle que personne n'y a encore touché. De manière... Soyez tranquille, madame. Sous suffrage universel. Personne... Indirect. Personne n'y a encore touché. C'est encore un projet. Un projet initié par le gouvernement de notre pays. Gouvernement issu de la majorité. Mais ce projet amène tout droit la République dans une crise... Dans une crise, pourquoi? Ça, c'est du chantage. Permanente. Dans une crise, pourquoi? Parce que c'est du chantage. Faisons un débat débarrassé de l'émotion et du mensonge. Pourquoi vouloir changer cette disposition? Mais nous avons... Je veux donner les raisons. Laissez-moi le temps de le faire, madame. Allez-y. La majorité présidentielle a donc dit au pays clairement, sans embâche, son intention de solliciter, solliciter auprès du Parlement, les législateurs, la modification des dispositions constitutionnelles qui définissent les modes de désignation de nos députés provinciaux. Pour des raisons d'abord du coût du processus électoral et pour d'autres raisons politiques. Nous l'avons dit clairement. Et nous avons donc là dit haut et fort que nous voulions que dorénavant, que les députés provinciaux soient désignés au second degré. Ça veut dire sous mode du scrutin indirect. Alors que jusqu'ici, il était sous le mode du scrutin direct. Nous avons dit, et le gouvernement de notre pays a donc pris une initiative qui est sur la table du Parlement. C'est une initiative. Il faut en débattre à ce niveau-là. Parce que c'est là que se trouvent les représentants du peuple, ceux qui sont élus par notre peuple. Dans tous les cas, madame, les élections ne sont pas une fin en elles-mêmes. Les élections sont utiles lorsqu'elles donnent à notre pays un personnel politique qui vaut. Un personnel qui est capable, par son intelligence, de contribuer à son développement. Lorsque vous regardez ces assemblées provinciales-là, dont les animateurs ont été élus au suffrage universel direct, avez-vous l'impression qu'elles ont fonctionné pendant plus de 8 ans rationnellement? Avez-vous l'impression qu'elles ont été productives? Il y a des assemblées provinciales dans ces pays. Le but est de réduire le pouvoir au Ce n'est pas ça le but. Congolais. Le but est effectivement de renforcer l'opérationnalité de ces organes qui sont payés par moi et vous, mais qui sont souvent payés pour rien. Il faut les renforcer. Faisons en sorte que demain, par le mode de scrutin que nous allons mettre ensemble, nous soyons à mesure d'y envoyer des citoyens congolais, des citoyens qui vaillent, qui peuvent produire pour le pays. Pas des gens qui dorment et qui se réveillent un matin, qui ont des émoluments costauds pour rien. Le peuple ne peut pas continuer à supporter le coût des institutions politiques pour rien. En parlant de ce pouvoir législatif, la CENCO pense que ce pouvoir ne peut pas être ni personnalisé, ni autocratique, ni dictatorial. Alors dans cette allure, vous ne craignez pas que les élections de 2016 soient moins meilleures, soient moins bonnes que celles de 2006 et 2011? Préjugés inutiles. Les gens évitent les débats pour rien en faisant du fétichisme. Les gens font du fétichisme pour rien. Nous avons au Sénat des élus au second degré qui sont beaucoup plus productifs que des élus au premier degré qui sont dans les assemblées provinciales. Au Sénat de notre pays, là, vous avez des élus qui sont issus du scrutin universel indirect, qui sont beaucoup plus productifs que tous les députés provinciaux réunis qui sont pourtant issus du scrutin direct. Alors nous faisons quoi? Je dis, les élections ne sont utiles que lorsqu'elles donnent au pays un personnel politique de qualité. Des gens qui peuvent effectivement se mettre au service du pays. Mais pas des gens qui, pendant plus d'une année... En réduisant le pouvoir au peuple congolais. Qui a dit que le mode de scrutin indirect réduit les pouvoirs du peuple? Qui l'a dit? La constitution de notre pays dit ceci, que la souveraineté nationale appartient à notre peuple, qu'il exerce directement lui-même ou indirectement par ses représentants. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution qui le dit. Donc le peuple n'est pas moins souverain lorsque on recourt au suffrage universel indirect.
il est potentiellement souverain, au même titre que lorsqu'on recourt au suffrage universel direct. Donc, je ne comprends, le débat, il est quoi? Le peuple est souverain simplement quand on use du scrutin direct. Il est moins souverain quand on use du scrutin indirect. C'est quelle science? C'est quel droit? Non, je pense qu'on est en train de verser dans le fétichisme pour rien. Voyons, les évêques eux-mêmes, ils sont élus par qui? Ils sont élus par qui? Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas confiance en eux. Ils ne sont élus par personne et veulent dicter des choses à ceux qui sont élus. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas normal. Alors que vous êtes communicateur de la majorité, c'est ainsi que nous vous recevons. Justement, comment je vous dis... parlez à votre propre nom? Ah oui, si. Vous parlez au nom de la majorité présidentielle. Ça je l'ai dit. Et je m'assume. Les élections, la communauté internationale et l'opposition, oui. La classe politique, l'opposition politique congolaise réclame à ce que Malou puisse publier le calendrier global des échéances électorales jusqu'en 2016. Pourquoi ce dernier refuse-t-il? Bon, et pourquoi est-ce que cette question n'intéresse que Malou? Et dans la même logique, le président de la République nous demande au peuple congolais de soutenir la CENI qui, à son tour, ne veut pas répondre aux attentes de la population. Le chef de l'État n'a pas dit de soutenir Malou. Il dit soutenir la CENI. Mais dans la démarche des uns et des autres, c'est souvent Malou qu'on identifie à la CENI. Mais qu'est-ce qu'il a fait Malou? Pour qu'on puisse souvent l'identifier. Non. Vous voudriez que nous parlions de qui? Puisque Malou c'est le président, c'est lui qui représente la CENI. Vous aimeriez que nous parlions de qui? Mais parler de la CENI est différente de Malou. Okay. C'est ça le débat. Ok. Oui. La communauté internationale demande et l'opposition politique demande à ce que la CENI puisse publier son calendrier électoral global. Qu'en est-il de cette question? Oui, mais la CENI, je pense que la CENI, ça veut dire Commission électorale nationale indépendante. Elle est indépendante vis-à-vis de moi, vis-à-vis de vous. Elle est indépendante vis-à-vis de ceux qui se réclament de la communauté internationale. Elle est aussi indépendante vis-à-vis de l'opposition, y compris elle est indépendante vis-à-vis de l'Église, quelle qu'elle soit. Elle est indépendante, madame. Elle n'est dépendante que de la loi dont elle est issue. Et en cela, pourquoi est-ce que nous voulons lui dicter des choses? Nous voulons la prostituer, pourquoi? Chacun veut que la CENI fasse sa volonté. C'est tantôt des gens qui se réveillent qui vous disent non, Malou doit partir. D'autres vous disent non, il doit rester. D'autres vous disent nous allons retirer nos membres. D'autres vous disent il doit faire. Mais, chers amis, elle est indépendante, il faut que cela soit compris. Il faut que cela soit compris et intériorisé. Elle n'est dépendante que de la loi et de la loi seule. Alors, et en cela, en publiant son calendrier électoral 2013-2016. Elle a péché en quoi? Dans tous les cas, je pense que jusqu'ici, je n'ai pas entendu une seule voix s'élever et dire voici, la CENI a violé la Constitution dans telle disposition. Ou elle a violé là-bas. Non. Jusqu'ici, nous voulons qu'elle aille dans le sens de nos caprices. Uniquement de nos caprices. Rassurez-vous qu'elle n'ira pas dans le sens des caprices de qui que ce soit. Elle se conformera toujours à la loi et restera là. Alors, que pensez-vous du fait que l'État, qui est une structure technique en matière d'élection, pense qu'il est impossible de pouvoir organiser tous ces scrutins jusqu'en 2016? Vous avez parlé de quoi? De l'État. Que pensez-vous de ces dispositifs? Est-ce qu'on ne peut pas un tout petit peu prêter l'oreille à cette structure pour pouvoir préserver la paix de notre pays? Elles sont consultées tous les jours. L'État, c'est une plateforme des organisations non gouvernementales qui se sont spécialisées en matière d'organisation des élections et qui ont en face d'elle la CENI, avec à sa tête Apollinaire Malou, un autre expert de renommée mondiale en matière d'organisation des élections. Mais ils sont consultés tous les jours. Oui, mais ils disent que ce sera impossible de le faire. Oui. Mais si c'est impossible de le faire, attendons, nous allons le constater. Dans tous les cas, il faut commencer. Et les budgets... Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas prévenir, guérir? Nous sommes en 2014, là. Et le budget 2014 a prévu de l'argent pour organiser les élections locales, municipales et urbaines. Le budget 2014, il y a l'argent là-dedans. Et Malou nous dit, pour autant qu'il y a l'argent là-dedans, prenons cet argent, commençons déjà.
Mais il y en a quand même qui lui disent non, on ne commence pas parce que nous pensons que ce ne sera pas possible. Les gens ont dit la même chose en 2011. Ils ont dit que ce ne sera pas possible parce qu'ils voulaient créer un vide institutionnel. Mais Ngoï Mulunda a démontré que cela était possible. Et nous avons aujourd'hui des institutions qui sont là. Pensez à la situation dans laquelle on serait aujourd'hui s'il n'y avait pas un président élu et des députés nationaux élus dans ces pays où tout le monde veut le pouvoir. Nous serions dans quelle confusion? Les gens vous disent, non, ils sont en situation d'illégitimité et tout et tout. Nous préférons les institutions nanties des moins de légitimité plutôt qu'un vide institutionnel. Je pense que c'est le moindre mal. Et donc aujourd'hui, là, nous sommes en face du même scénario des gens qui ne veulent pas aller aux élections et qui se retrouvent derrière des alibis qui vous disent 2016. Oh non, dans tous les cas, dans 2016, c'est un vide et tout. Vous voyez déjà 2016 alors qu'on est en 2014. Et en 2014, on vous dit, et c'est la CENI qui vous dit, elle qui a constitutionnellement mission d'assurer la régularité du cycle électoral, elle nous dit, allons aux élections locales, urbaines, municipales. Les gens vous disent non, 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 nous ne pourrons pas y aller, il faut d'abord nous donner tous les calendriers. Cher ami, nous sommes en 2014. Puisque le budget 2015 va aussi inscrire une autre tranche d'élection dans son sein. Mais attendons. Je dis, Malumalu fait son travail, faisons avec lui. Dans tous les cas, l'esprit républicain nous commande d'avoir du respect vis-à-vis des institutions de notre pays. C'est ça l'esprit républicain. Nous voulons bâtir un État fort, mais commençons par faire allégeance tous aux institutions républicaines. Faire confiance, et même quand on n'y voit pas clair. Mais on ne peut voir clair qu'à travers la loi. Jusqu'ici, la CENI a violé quelle disposition des lois de notre pays? Personne ne peut le dire. Et donc, arrêtons de faire du fétichisme. En réalité, les gens ne sont pas prêts pour aller aux élections. Partis politiques, tout le monde, personne n'est prêt. Et pourquoi ne seraient-ils pas prêts? Mais les élections locales, ça suppose quoi? Ça suppose avoir localement là à la base un leadership local qui peut prendre en main le pays au niveau des communes, au niveau des territoires, au niveau de nos districts, j'en passe de meilleurs. Et les élections... Vous avez vu combien de partis au niveau local? Lorsque vous faites le tour de ce pays, c'est peut-être 2 ou 3 partis que vous voyez un peu partout. Les autres qui font du bruit ici à Kinshasa ne sont que dans quelques communes ici à Kinshasa. Et qui confondent Kisenso, Makala et Goma. Ou qui confondent Kisenso, Makala et Kabinda. Non, les gens ne sont pas prêts parce que les gens savent que lorsqu'on sera allé aux élections locales, en réalité ce sera leur suicide et leur mort. Parce qu'ils n'existeront plus nulle part. Et lorsqu'on aura aux élections législatives et provinciales, est-ce que les gens sont prêts pour cela? Surtout au niveau de la majorité. Mais nous sommes prêts, voici pourquoi nous disons allons aux élections. Et les dauphins de l'AMP pour les prochaines échéances électorales, ça sera qui? Ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore. On n'en parle pas. Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et ça, c'est stratégique. Et ça, il faudra attendre combien de temps pour Madame Magique, annoncer déjà le congrès du côté de... Non, ce qui relève de la stratégie n'est jamais traité sur la place publique, surtout pas sur le plateau d'un média. Ce qui est stratégique et donc relève de la cuisine interne. Alors de la cuisine interne. Laissez ces choses-là, elles viendront en leur temps. Pour le moment, nous irons aux élections municipales, locales et provinciales. Ce sont les partis politiques qui existent là, dans nos communes et sur toute l'étendue du pays, qui auront du personnel politique à aligner. Il faut avoir donc du personnel politique à aligner à ce niveau-là. Et ce n'est pas évident que tous ces partis qui font du bruit ici à Matete ou chez moi, ici à Kintambo, aient du personnel à aligner à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Butembo ou à Buta. Non, c'est pas évident. C'est coûteux. Se coûter matériellement, se coûter humainement. D'accord. D'accord, on va parler de la sécurité du pays, nous tendons vers la fin. Dernièrement, les ministres des États membres de la SADC et de la CIRGL s'y sont réunis à Luanda pour pouvoir parler du désarmement des FDLR. Alors, pensez-vous que dans 6 mois, la République sera à mesure de pouvoir désarmer et estrader ces rebelles Hutus dans leur territoire? Non, je pense que la SADC et la CIRGL réunies à Luanda ont donné les 6 mois au FDLR comme temps raisonnable, en durant lesquels ils doivent s'organiser pour effectivement faire leur reddition volontaire. Ça veut dire déposer les armes. En ayant 6 mois, est-ce que les 6 mois sont suffisants? En tout cas,
les responsables politiques et les responsables militaires de cet espace qui se sont réunis à Luanda ont estimé que c'était un temps raisonnable. Mais les dialogues continuent avec les instances dirigeantes de ce groupe armé. Et nous espérons qu'au travers de ces dialogues, qui est enclenché par la communauté internationale, par la CIRGL, par la SADC, nous pourrons arriver aux résultats, parce que les résultats sont là. Ils sont petits, c'est vrai, mais ils sont là. Nous avons déjà près de 200 de ces éléments qui étaient enfouis dans les brousses là-bas, à l'est de notre pays, qui se sont rendus volontairement et qui vous disent nous sommes prêts à rentrer chez nous pour aller faire les champs et pour contribuer au développement de notre pays. C'est de l'autre côté de leur pays où les dirigeants de leur pays disent qu'ils sont indésirables. Des dirigeants qui disent notre propre peuple ne peut pas rentrer chez nous. Alors dans ce cas, il faudra les déplacer vers une autre province de la République. C'est cela. On a cité l'Équateur et l'Équateur n'est pas, la population de l'Équateur n'est pas prête pour pouvoir recevoir ces rebelles rwandais. Le gouvernement de notre pays qui gère les pays, effectivement, a donc pris ces dispositions-là transitoirement. Parce que ces gens ne peuvent pas continuer à rester à la frontière avec les Rwandais où ils ont commis le dégât. Transitoirement. Oui. Ils vont transiter dans un camp militaire où ils seront pris en charge, non simplement par la MONUSCO, mais également par l'armée de notre pays. J'ai dit, le gouvernement s'est donc assumé sur cette question-là, transitoirement. Mais non. Si la population n'est pas prête à recevoir ces personnes, c'était une déclaration faite par la société civile du Mbandaka. Mais voyons, dis-moi, la population, elle a été consultée où par cette société civile-là? Elle a été consultée quand et où? On ne demande pas aux citoyens congolais de l'Équateur de commencer à héberger les FDLR. C'est des gens qui vont être comme ça, déplacés pour être gardés dans un espace contrôlé par les FARDC et par la MONUSCO, transitoirement en attendant leur rapatriement soit dans leur pays ou leur transfert dans d'autres pays qui sont déjà en train de négocier avec notre pays. Pour ça. Bon, alors maintenant, ça fait problème où? Bon, maintenant, dans tous les cas, c'est une question qui est bien gérée jusqu'ici. Elle est bien gérée et d'une manière responsable par notre gouvernement. N'en déplaise à ceux qui veulent en profiter pour créer un peu de la distraction, c'est une question qui est gérée de manière très responsable. Mais attendons voir. D'accord. Messieurs, Chamala, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Merci. Voilà. Merci également à vous aussi. Vous avez pris votre temps pour suivre cet entretien qui a reçu pour vous ce soir monsieur Franklin Chamala, qui est le communicataire de la majorité présidentielle famille et de la majorité présidentielle famille chère, famille politique chère à Joseph Kabila. Nous vous retrouvons prochainement, c'est-à-dire le mardi prochain à 20h30 avec un nouvel invité. Mais entre-temps, vous pouvez revoir cette émission demain à 7h15, mais également le jeudi à 23h heure de Kinshasa. D'ici là, prenez bien soin de vous.